Alors, merci d'avoir enregistré la session. Alors, pour partager aussi, on est en train d'enregistrer la session afin qu'on puisse mettre ça en ligne pour ceux qui soit n'ont pas la chance de nous rejoindre ou bien que si vous voulez revoir le contenu plus tard, vous auriez accès à ça. Vous êtes aussi capable de calculer le nombre de crédits obligatoires pour votre programme. Alors, chaque programme a des règles un peu différentes. Alors, on va faire un survol de ça aussi afin que vous puissiez bien comprendre c'est quoi les obligations de votre programme universitaire. Vous êtes aussi pour trouver les exigences de votre degré, les règlements universitaires. Alors, tous les programmes ici chez nous ont différents règlements. Alors, afin de finir vos études et graduer aussi en temps, il y a certains cours que vous devez faire, compléter avec succès afin de recevoir votre bac. Alors, on va faire un survol de ça. Et si vous avez des questions au fur et à mesure qu'on suit ou si vous voulez qu'on partage un exemple de votre programme lorsqu'on est rendu, tout simplement nous faire savoir quel programme vous êtes aux études et puis on peut certainement utiliser ce programme comme exemple. Vous êtes pour comprendre les attentes de la Laurentienne. Alors, comme université, nous avons des attentes de nos élèves. Nous avons des politiques en place afin d'appuyer nos étudiants et aussi appuyer notre faculté aussi sur le campus. Alors, on va faire un survol de ça. Vous êtes aussi pour reconnaître les services, les informations importantes. Alors, nous avons plein de ressources ici à l'université afin de vous appuyer, peu importe si vous êtes un étudiant en ligne ou sur le campus. Alors, on va faire parvenir ces informations-là. De cette façon-là, vous savez où rejoindre ces services lorsque vous les avez besoin. Vous êtes aussi pour comprendre le rôle des conseillers, des conseillères d'études au Centre d'excellence universitaire. Ce point-là est très important parce que ça vient de l'inscription de cours ou d'éclairer une majeure ou une mineure ou bien juste assurer que vous avez les bons cours dans votre horaire afin de compléter votre bac à la fin du 3 ou des 4 années. Nous avons aussi des étudiants qui viennent ici d'un autre collège ou bien d'une autre université. Alors, certains de ces étudiants-là vont avoir des crédits de transfert. Alors, c'est très important que vous connaissiez que vous avez de l'appui d'un conseiller, d'une conseillère aux études afin de faciliter vraiment l'inscription de cours pour ces élèves-là. On veut vraiment éviter que vous preniez le même cours deux fois. Alors, ça, c'est le rôle d'un conseiller ou une conseillère pour vraiment vous appuyer. Ensuite, reconnaître les services d'appui pour les élèves. Alors, même si vous êtes un élève en ligne, tous les services que nous avons ici pour les étudiants sur le campus, vous pouvez aussi les accéder. Alors, il y a certains, comme on va dire, sécurité, tout pour un élève à distance, peut-être pas aussi important, mais à part de ça, vraiment, tous les autres services sont vraiment utilisés pour les élèves sur le campus et puis à l'extérieur. OK. Alors, on va commencer pour comprendre les codes et les cours des crédits. Alors, ceci va être un peu plus facile à fur et à mesure que vous continuez vos études et surtout après le premier semestre. Mais si vous êtes un élève qui va commencer l'inscription de cours bientôt ou si vous avez déjà continué ou complété l'inscription de cours, on va faire un genre de breakdown avec cet exemple ici de chimie 1006 afin que vous compreniez c'est quoi les chiffres, c'est quoi les lettres et vraiment qu'est-ce que toute cette information-là veut dire pour vous. Alors, vous pouvez voir le tableau, mais je vais lire à fur et à mesure qu'on suit cet exemple. Alors, les premières quatre lettres dans cet exemple ici, c'est un cours de chimie. Alors, CHMI, plus ou moins tous les sujets à l'université vont suivre un acronyme très semblable. Alors, pour la majorité des cours, c'est pas mal facile à comprendre c'est quel sujet. Il y en a certains comme études amérindiennes, d'où vous êtes pour voir ETAM. Alors ça veut dire vraiment tout simplement que c'est la matière du cours que vous êtes pour prendre. Ensuite, les 4 chiffres qui vont suivre la matière. Alors, le premier chiffre, ça indique le niveau d'année de votre cours. Alors, dans cet exemple ici, vous voyez chimie 1006. Le 1 indique que c'est un cours de première année. Ensuite, le dernier chiffre, alors dans cet exemple ici, le 6, ça veut indiquer la valeur de crédit pour ce cours-là. Alors, j'ai un tableau qui va suivre
qui indique quel dernier chiffre indique quelle valeur de crédit. Et dans cet exemple ici, le 6 indique que c'est un cours de 3 crédits. Alors, un cours de 3 crédits pour nous, à la Laurentienne, c'est un cours qui va suivre un semestre ou bien une session d'études, soit le printemps, l'automne ou bien l'hiver. Ensuite, la première lettre qui va suivre la série de 4 chiffres, c'est la langue d'études. Alors, comme j'ai dit, avec une université bilingue, nous avons des cours qui sont offerts en anglais ainsi qu'en français. Alors, si vous voyez un cours avec la lettre F, c'est un cours d'instruction en français. Et ensuite, si vous voulez suivre un cours en anglais, en English, vous voyez la lettre E. Aussi, lorsque vous êtes en train de faire la recherche pour votre inscription de cours, il va y avoir une option aussi pour isoler certaines langues. Alors, si vous voulez seulement faire une recherche pour les cours de la langue d'instruction française, vous faites simplement indiquer français et toute la recherche que vous êtes pour poursuivre va avoir les résultats pour les cours de cette matière, d'où la langue d'instruction est française et non anglaise. Le deuxième chiffre dans cet exemple-ci, alors la lettre L, indique le campus. Alors, quelques années passées, la Laurentienne avait un campus situé à Barrie, sous le collège Georgian. Alors, il y avait certains cours qui se menaient sur ce campus-là, à Barrie, qui avaient la lettre J. C'est fort probable que vous êtes plus pour voir cette indication-là dans la cote de cours. À cause, si je ne me trompe pas, tous les cours, tous les programmes à Barrie sont maintenant terminés. Mais juste pour vous faire savoir que si vous voyez la deuxième lettre comme la lettre L, ça veut tout simplement dire c'est à la Laurentienne. Peu importe si le cours est en ligne ou sur le campus. La deuxième lettre L, ça indique un laboratoire. Alors ça, c'est vraiment seulement pour les cours de sciences. Donc vous auriez, comme dans cet exemple, chimie, une composante de laboratoire que vous devez vous inscrire. Si vous êtes un étudiant à distance, si je ne me trompe pas, peut-être Miranda peut m'appuyer, il n'y a aucun laboratoire. Alors, elle confirme pour les étudiants à distance, vous n'auriez pas un laboratoire, alors inquiétez-vous pas. Mais si vous voyez un cours comme ceci dans votre résultat de recherche, la dernière lettre L indique le laboratoire. Alors, si vous êtes un élève à distance, évitez ce cours-là lorsque vous êtes pour vous inscrire. Ensuite, le dernier deux chiffres, c'est le numéro de la section. Alors, pour ceux qui vont prendre un cours sur campus, il y a certains cours comme Introduction à la psychologie qui va offrir plus qu'une session. Ça veut juste dire que soit il y a un maximum nombre d'étudiants dans cette salle, donc on doit ouvrir une deuxième ou bien une troisième session afin d'appuyer tous les étudiants de ce programme. Aussi, pour ceux qui vont faire leurs études à distance, vous voulez voir vous inscrire pour un cours avec les derniers deux chiffres, soit 10 ou bien 12. Alors, spécifiquement, ceux qui vont terminer avec le numéro 10 ou 12, ça signifie que c'est un cours avec une formation à distance. Et tous ceux qui n'ont pas cette cote-là, alors si c'est une section 02, 03, 04, 01, c'est des cours qui seront offerts sur le campus. OK, alors maintenant, pour comprendre un peu mieux c'est quoi les codes de cours, alors juste pour faire un survol vraiment, les cours au premier cycle sont indiqués avec le premier chiffre 1 jusqu'à 4000. Alors, 1006, comme on vient juste de voir, c'est un cours de première année. Jusqu'à un cours de 4000, c'est un cours de quatrième année. Et ceux qui vont suivre un programme au niveau supérieur, soit la maîtrise ou au doctorat, vont être identifiés par 5000 ou bien 6000. Alors, quels sont les cours aux années supérieures? Si vous devinez, les années supérieures, c'est le 2000, 3000, 4000. Alors, tous ceux qui ne sont pas dans la première année. On a reçu la question quelques jours passés avec notre groupe anglophone qui ont posé est-ce que c'est possible de prendre un cours d'année supérieure dans la première année? C'est possible pour certains cours. Il y a certains cours de la deuxième année ou bien troisième année qui n'ont pas un préalable. Alors, si le cours, il n'y a pas un préalable, donc ça n'exige pas un cours de première année afin de prendre le cours de deuxième année, c'est absolument possible.
sauf qu'on veut vous faire savoir que les attentes pour un étudiant de deuxième, troisième ou bien quatrième année sont plus hautes qu'un étudiant de la première année. Alors, pour un professeur, il n'y a aucune façon que lui ou elle peuvent déterminer si l'étudiant dans le cours est l'étudiant de la première, deuxième, troisième, quatrième année. Alors, sachez que si vous voulez prendre un cours d'une année supérieure, que les attentes pour vous comme étudiant sont plus hautes, alors on vous suggère fortement de vraiment utiliser l'appui de votre conseillère d'études lorsque ça vient le plan de choisir ces cours ici d'année supérieure. Alors, comme j'ai fait savoir, la valeur des crédits, ça varie un peu de cours à cours. Alors, lorsqu'on a vu la cote de cours, alors c'est-à-dire le 1000 à 4000, le dernier chiffre indique la valeur du cours. Alors, quand on utilisait l'exemple de chimie 1006, le numéro 6 indique que c'est un cours de 3 crédits et aussi que c'est un cours d'une session. Souvent aussi, vous êtes pour voir, utilisant le même exemple, chimie 1006, ce cours est offert à l'automne. Ensuite, le cours chimie 1007 va être offert à l'hiver. Alors, il va y avoir des cours comme ça qui vont suivre. Plus souvent, des cours introductifs, comme les cours de première année, d'où chimie est un très bon exemple, mais aussi des cours d'où le dernier chiffre est un 0 ou bien un numéro 5, et ce veut indiquer une valeur de 6 crédits. Alors, la session de printemps est un peu une exception, mais pour les cours de 6 crédits, ils vont débuter pendant la session d'automne et terminer à la fin de la session d'hiver. Alors, c'est un cours qui va passer à travers 2 sessions. On va parler un peu plus tard, la durée des sessions, mais sachez déjà que la session de printemps, la session d'où vous êtes pour débuter vos études, est une session condensée. Alors, au lieu d'avoir 3 mois ou 4 mois aux études, vous avez seulement environ 10 semaines, alors c'est environ 2 mois et demi. Alors, sachez que si vous êtes pour prendre un cours de 6 crédits, donc d'habitude, vous avez un plein 8 mois à compléter le cours, vous avez maintenant seulement 2 mois et demi. Alors, c'est plus chargé qu'une session à l'automne ou bien l'hiver ou bien automne-hiver. Vous voyez sur le tableau certains cours, donc le dernier chiffre est peut-être un 8 ou un 9. Donc la valeur de crédit est seulement 1 ou 1,5. Souvent, c'est des cours spécialisés, donc les étudiants vont faire parvenir ou compléter un stage ou bien des cours d'activité dans un programme activité physique, comme exemple. Et souvent, c'est des cours que vous voyez dans les années supérieures aussi. Alors, si jamais vous avez des questions par rapport à un cours d'une valeur de 1 crédit ou 1,5 crédit, demandez soit à votre professeur, votre contact de votre programme ou bien un conseiller ou une conseillère d'études, et puis on peut certainement vous appuyer avec ça. OK, alors, comme j'ai dit déjà, il y a beaucoup de différentes façons, beaucoup de différentes combinaisons de degrés que vous avez la chance de poursuivre ici à la Laurentienne. Alors, certains d'entre vous, ça se peut que vous poursuivre un baccalauréat de 3 ans, certains d'entre vous, un bac de 4 années. Alors, on veut juste partager certains exemples, à cause souvent, les étudiants vont arriver dans notre bureau et puis on a l'air un peu comme Jackie Chan, donc ils ont l'air un peu confus, ils ne savent pas comment déclarer un majeur ou une mineure ou bien vraiment organiser leur cours. Donc, ça fait du sens afin de poursuivre plusieurs sujets sous le même programme universitaire. Alors, on veut partager ces exemples pour vous déterminer ou démontrer les options que vous avez lorsque vous êtes en train de suivre un programme chez nous. Alors, le premier exemple que vous auriez, puis c'est la mode que moi j'ai suivi avec mon propre bac ici à Laurentienne, c'est une spécialisation. Alors, c'est une option seulement pour un baccalauréat de 4 années, mais une spécialisation serait 60 crédits dans un sujet spécifique. Et puis, on va faire un peu le breakdown plus tard, mais un baccalauréat de 4 années universitaire au complet a une valeur de 120 crédits. Alors, ça veut dire que la moitié des crédits que vous avez fait tombe sous un sujet spécifique. Et pour moi, le sujet est la communication.
Donc, la moitié de mes cours étaient dans ce domaine ou ce sujet-là. Prochain, nous avons une majeure. Alors, une majeure, c'est quelque chose qu'on attend souvent à l'université, le terme majeur et mineur. Alors, pour nous, à Laurentienne, une majeure, c'est une valeur de 42 crédits dans une matière spécifique. Et encore, cette option est seulement pour ceux qui vont suivre un baccalauréat de 4 ans et doit être accompagné par au moins une mineure. Et c'est très facile à vous rappeler comment la valeur d'une mineure, à cause vous êtes juste par un inverse avec les chiffres de 42 à 24. Alors, un peu la même chose, une mineure, ça serait 24 crédits ou bien 8 cours de 3 crédits chaque dans un sujet, une matière spécifique. Et puis, cette option ici est offerte pour ceux qui vont suivre un bac de 3 ans ou de 4 années. Et comme j'ai dit auparavant, si vous êtes pour suivre une majeure, vous devez avoir une mineure aussi qui va accompagner votre majeure. Mais c'est un peu intéressant chez nous. Vous avez vraiment la liberté de suivre un majeur et mineur qui tombe sous une différente faculté. Alors, comme exemple, si vous voulez suivre un programme de musique, vous pouvez prendre une mineure en entrepreneuriat. Alors, ça tombe sous la faculté des arts et aussi la faculté de gestion. Finalement, nous avons une concentration. Alors, ça, c'est une option plus spécifiquement pour un étudiant qui va suivre un baccalauréat de 3 ans. Alors, dans cet exemple ici, vous auriez 36 crédits sous une matière spécifique, peu importe la matière. Et puis, on va vous démontrer bientôt, mais ça peut être accompagné aussi avec une mineure, étant qu'un programme de 3 ans a une valeur de 90 crédits. Alors, sous cette combinaison, on a un couple d'exemples pour vous, juste pour déterminer vraiment les choix que vous avez. Et puis, vous avez vraiment la liberté de déclarer n'importe quel de ces choix aussi. Ça sera plus ou moins avec un conseiller ou conseillère d'études, mais vous avez vraiment accès à tous ces choix ici. Alors, pour le premier exemple, une concentration. Alors, on va dire un exemple, un étudiant qui va prendre un bac de 3 ans en psychologie va avoir une concentration en psychologie. Ensuite, les restants des crédits qui vont suivre peuvent se faire dans n'importe quel domaine. Alors, ce n'est pas nécessairement déclaré dans un sujet spécifique. Alors, si vous avez plusieurs intérêts, c'est à vous de vraiment suivre ces intérêts-là avec les cours que vous avez la chance de poursuivre. Pour un total, comme j'ai dit, de 90 crédits. Alors, le 90 crédits, pour nous, un étudiant qui va suivre un bac sur campus à temps plein va faire 15 crédits par session pour un total de 30 crédits par année. Ensuite, avec le 3 ans, c'est 90 ou avec le 4 ans, c'est 120 crédits. Okay, nous avons une question. Alors, je vais juste demander à mon collègue ici, Patrick, de lire la question à voix haute afin que tout le groupe peut comprendre. Et puis, je vais faire de mon mieux pour répondre. OK, on a une question ici, je pense que c'est surtout pour Miranda. La question est, je vais la lire en haute voix. Lorsque j'ai fait mon inscription à l'Université de Laurentienne, j'ai pu me faire créditer 9 crédits d'une autre université ainsi que tous les crédits obtenus lors de mon diplôme d'études collégiales en soins infirmiers. Est-ce que ceci fonctionne de la même façon? Est-ce que vous pourriez spécifier dans quel programme vous avez fait demande ici à la Laurentienne? Dépendamment du programme que vous allez suivre ici, ça se peut que ça va être différent, mais si vous avez eu des crédits de transfert d'une autre collège ou université, c'est là où je vous recommande fortement de communiquer avec nous par courriel, conseil aux études à commercial-laurentienne.ca. Et puis, on va pouvoir regarder à ton dossier, à ton relevé de notes, et puis vous expliquer comment ça fonctionne, quels crédits on a pu reconnaître, puis comment ça va, comment on va pouvoir les compter dans votre diplôme ici à la Laurentienne. C'est un bac pour infirmière autorisé. Donc, ça, c'est un cas particulier. Puis, je vais être honnête, ce n'est pas quelque chose que nous, ici, comme moi, comme conseillère aux études, je ne suis pas trop connaissante là-dedans. J'ai une collègue qui va pouvoir t'aider. Donc, elle est conseillère pour ce programme en particulier. Donc, c'est à elle qu'on va diriger votre question et elle va pouvoir vous aider avec cela. C'est un programme très particulier
et c'est une transition particulière. Donc, on a quelqu'un là pour vous aider. Donc, je vous recommande de nous envoyer le courriel. Et puis, pardon? Christina? Oui. OK, je vais t'envoyer le courriel immédiatement. Donc, c'est ma collègue Christina. C'est elle qui va pouvoir t'aider parce que tu es un cas très particulier. Alors, merci pour la question. C'est beau? Parfait. Merci beaucoup, Miranda. Alors, je vais juste retourner à la présentation PowerPoint. Et puis, Laurie Patrick est en train de vous partager l'information de contact par courriel. Alors, ça vous arrive très bientôt. OK, alors on va continuer avec les différents choix. Alors, ça, c'était l'exemple que j'ai partagé avant qu'on ait reçu la question. Alors, la prochaine option pour vous. Merci. OK, alors dans cet exemple ici, l'élève ou l'étudiante a choisi de poursuivre une concentration ainsi qu'une mineure. Et dans cet exemple ici, il y a 30 crédits qui restent. Alors, comme j'ai dit, vous avez le choix de poursuivre dans cet exemple ici, deux différents sujets en particulier. Et puis, peut-être important que je partage ça tout de suite. Lorsque vous êtes en train de suivre soit une concentration mineure, majeure, ou même une spécialisation, il y a certains cours que vous devez toucher en spécifique afin d'accomplir cette majeure, quoi que ce soit, avec succès. On va partager un moyen de vraiment suivre la liste ou voir la liste sur notre site web un peu plus tard. Mais sachez que vous ne pouvez pas juste regrouper 24 crédits de cours dans la première année afin d'avoir une mineure dans un certain sujet. Il y a un ordre chronologique, d'où dans une mineure, vous devez toucher des cours de la première, deuxième, ainsi que la troisième année aussi, des fois des cours limités de la quatrième année. Et puis, c'est un peu aussi la même chose pour le majeur. Alors, ça, c'est d'où vraiment l'appui d'un conseiller, d'une conseillère va vraiment vous aider dans ce cas-là, au moins au début, afin qu'on puisse vraiment gérer qu'est-ce que chaque session va avoir de l'air pour vous dans votre programme. Prochain, nous avons évidemment la concentration, mais aussi l'élève dans cet exemple a choisi de poursuivre deux concentrations. Dans cet exemple ici, à cause c'est important et vous êtes obligé de toucher certains cours, c'est possible des fois qu'il y a un conflit entre deux cours obligatoires. Encore, l'appui d'un conseiller, une conseillère est un peu mérité dans cet exemple ici, à cause ils vont être capables de vous dire, vous faire parvenir quel cours éviter à chaque session afin de vraiment éviter un tel conflit. Mais dans cet exemple ici, l'étudiante a choisi de vraiment avoir une concentration dans deux sujets spécifiques, tout que le restant de leur cours ou leur crédit, 18 crédits, sont un peu éparpillés. Aussi, important à noter que si vous voulez suivre une concentration, ça n'a pas besoin d'être 36 crédits exactement. Alors, dans cet exemple, si vous auriez 39 crédits ou 42 crédits dans un bac de 3 ans, vous auriez encore la concentration, juste moins de cours de choix. Alors, vous aurez peut-être 15 au lieu de 18. Attends qu'on ait fini. OK, alors je vais juste finir. Je vois que nous avons une autre question. Je pense que juste deux autres exemples dans cette section à partager. Alors, je vais juste finir la section et puis ensuite, on va appuyer la question. Alors, juste pour terminer vite fait, l'exemple ici, l'étudiant décide de faire deux mineurs, tout le restant des crédits éparpillés avec 48, pour un total de 90. Ensuite, OK, so ça c'est le dernier exemple. OK. So avec, on se lance dans le bac de 4 ans. On va faire une pause ici de la présentation afin qu'on puisse répondre à la question. La question est simplement, OK, là, on parle des degrés de 3 ans. Bientôt, on va parler d'un degré de 4 ans. Qu'est-ce qu'on fait quand un étudiant qui a un non-degré, qui n'attend pas un programme spécifique? Est-ce qu'il peut choisir n'importe quel cours? Comment ça marche pour un étudiant à non-degré? Oui, donc pour l'étudiant qui a posé la question, c'est pas un diplôme évidemment parce que c'est non degré, non diplômé.
ça dépend de la raison pour laquelle tu es non diplômé. Est-ce que c'est pour te préparer pour éventuellement suivre un programme, soit ici ou ailleurs, ou est-ce que c'est question qu'on veut élever la moyenne? Donc, dépendamment de la raison derrière le choix d'être non degré, vraiment, c'est absolument à toi de choisir. C'est à toi de choisir le nombre de crédits que tu veux suivre. C'est à toi de choisir le sujet ou la matière. Mais dépendamment de la raison pour laquelle vous êtes non degré, ça va peut-être vous aider à choisir la matière, le nombre de crédits, des choses comme ça. Mais comme conseillère aux études, je suis très contente de pouvoir discuter de vos options toujours. Donc, soit envoyer un courriel ou vous pouvez nous appeler pour plus d'informations. Le courriel, c'est conseil. Oui, conseil S aux études, tout au pluriel, conseil aux études. Très bonne question. Je ne pense pas qu'on a reçu cette question-là. Ça fait proche une année qu'on fait ces présentations-là. Alors, oui, bonne question, merci. OK, alors, je ne me trompe pas, Patrick a partagé l'adresse courriel aussi. Oui. Alors, on va repartager la PowerPoint. OK. Alors, on va se lancer un peu dans les options de bac de 4 années. Alors, il y a un couple d'autres exemples dans ce bac ici. Juste à cause, il y a plus de nombre de crédits à compléter. La durée est un peu plus longue. Alors, vous auriez un peu plus de choix. Alors, s'il y a des questions qui rentrent, je vais juste finir cette section ici, au cas que je réponds à questions à fur et à mesure que je suis les exemples. Et puis, comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Alors ici, dans cet exemple, vous avez pas nécessairement un bac simple, mais vous avez juste une spécialisation et le restant des cours sont de cours de choix, d'où vous auriez un total de 120 crédits. Alors, lorsque j'ai expliqué un peu mon propre cheminement universitaire, ça c'est l'exemple que moi j'ai poursuivi, d'où j'ai eu une spécialisation en communication publique et les autres cours de choix que j'ai faits, j'ai complété, t'as éparpillé, d'où j'ai pris un peu de business, un peu d'histoire, un peu de musique, un peu de cinéma. Alors, ça donne vraiment la chance aux étudiants, aux étudiantes de poursuivre différents intérêts qu'ils auront à part du sujet principal de leur étude. Option B, vous avez une spécialisation avec une majeure. Alors ici, comme j'ai partagé un peu avec un des exemples pour le bac de 3 ans, à cause vous avez certains cours que vous devez suivre, et un cours, on va dire, introduction à droit et justice, ne peut pas être utilisé pour une spécialisation ainsi qu'une majeure. Alors, lorsque vous choisissez un cours, spécialement les cours introductifs, peuvent seulement être utilisés à une option. Alors, ça, c'est d'où vous auriez des fois un conflit, d'où peut-être 2 cours sont offerts en même temps. Alors, utilisez l'appui que vous avez des conseillers, des conseillères en études afin d'éviter ces conflits-là. Moi, il fallait que je prenne 2 cours pendant une session en printemps afin d'éviter un conflit comme ça moi-même. Alors, des fois, ça, c'est juste la règle que les étudiants doivent prendre. Mais de cette façon-là, j'ai eu moins de cours l'année prochaine, l'année d'après, dans la session d'hiver et automne. Alors, à la fin de la journée, c'est encore un bac de 4 années. Troisième exemple, nous avons ici, c'est une majeure, une double majeure avec les restants des crédits de choix qui a un total de 36 crédits. Alors, ça se peut que vous voyez 36 crédits, vous vous demandez pourquoi ce n'est pas une concentration. Dans cet exemple ici, une concentration, je ne me trompe pas, peut pas être ajoutée à un bac de 4 années. Miranda a confirmé. Alors, ça serait juste 36 crédits dans n'importe quoi, avec une double majeure. Alors, c'est une option assez populaire. Encore avec les choix de cours, des fois, vous devez prendre des cours dans une autre session, comme le printemps ou l'été, afin d'éviter certains conflits. Ensuite, vous avez le quatrième exemple, une majeure et une mineure avec le restant de vos crédits de choix, 54 crédits pour un total de 120. Ensuite, je ne me trompe pas, le dernier exemple, vous avez une majeure, une double mineure et puis le restant des cours de choix avec un total de 30 crédits. Cette option ici est très populaire pour ceux qui vont se lancer dans l'enseignement.
Alors, soit au côté anglophone ou francophone, avoir une majeure, même deux majeures et une mineure. Mais une majeure avec deux mineurs, ça vous donne 3 matières d'enseignement. Alors, ça, c'est souvent un atout pour ceux qui vont suivre le domaine d'enseignement plus tard. D'avoir 3 matières d'enseignement, ça vous vraiment gagne plus de chances à gagner un emploi dans l'enseignement tant que vous êtes un peu plus diversifié avec plus que 2 matières d'enseignement. Alors, ça, c'est souvent quand je discute un peu les options pour un étudiant qui savent qu'ils veulent se lancer dans l'enseignement, c'est quelque chose que je recommande, juste à cause ça vous donne la chance d'être un peu plus qualifié, on va dire. OK, alors je vois que nous avons au moins une question. Non, pas de question? OK, cool, on va suivre. Alors, prochain, nous avons les exigences du gré et les règlements académiques. Alors, si vous voulez visiter la liste de cours de votre programme ou même si vous êtes intéressé à savoir quels cours sont exigés afin d'avoir une majeure en psychologie, vous pouvez suivre les points ici dans la présentation afin d'accéder à notre site web pour vérifier c'est quoi la liste de cours que vous avez besoin spécifiquement dans votre horaire afin de compléter une majeure en psychologie, comme exemple, ou une mineure en musique ou entrepreneuriat. Alors, ça serait juste d'accéder à laurentienne.ca. Sous le programme d'études, ça serait le programme de premier cycle. Alors, même si vous êtes un étudiant de psychologie, vous voulez voir c'est quoi les cours obligatoires pour une mineure en droit et justice, ça serait de voir le programme droit et justice pour voir c'est quoi les options pour une mineure dans ce sujet. Alors, ça serait de plus ou moins suivre le sujet d'études, ensuite voir c'est quoi les options parmi les détails de programme ou bien les options du diplôme. Et les programmes sont pas mal bons aussi à ajouter certaines nouveautés. Alors, c'est pas mal plus ou moins toujours à jour. Ensuite, nous avons le maximum nombre de crédits de première année. Alors, comme j'ai touché un peu déjà avec les exemples du baccalauréat, vous ne pouvez pas juste prendre 120 crédits de première année afin d'avoir un baccalauréat universitaire. Il y a un ordre chronologique que vous devez suivre afin de recevoir votre bac avec succès. Alors, ça, c'est des exemples, des types de programmes que nous avons à l'université afin que vous puissiez voir c'est quoi le maximum nombre de cours de première année. Alors, je vais aller un à un pour vous expliquer pourquoi les chiffres sont un peu différents. Alors, si vous êtes poursuivre un bac et arts, la limite de cours de première année est 42 crédits. Alors, ça vous donne la chance d'explorer différents sujets d'études aussi. Alors, si vous êtes un exemple qui vont poursuivre 3 différents sujets sous le même bac, ça vous donne la chance d'explorer des cours introductifs de la psychologie, de droit et justice, de sociologie, afin de continuer plus tard dans vos années supérieures. Dans un bac de sciences, vous auriez un peu plus, juste à cause les étudiants qui vont suivre un bac en sciences, c'est obligatoire qu'ils prennent les sciences traditionnelles ainsi que des cours de mathématiques dans leur première année. Alors, ils vont avoir moins de choix de cours dans leur première année comparé à un étudiant qui va suivre un bac et arts. Et ça, c'est une des raisons, la raison pourquoi le nombre de cours de première année est un peu plus haut. Aussi, dans cet exemple, les étudiants vont avoir des composants de laboratoire aussi qui vont s'ajouter à un cours de sciences traditionnelles comme la biologie, la chimie ou bien aussi la physique. Alors, si je ne me trompe pas, un étudiant de première année doit prendre chimie, bio, physique et mathématiques, 1 et 2 dans leur première année, s'ils vont suivre un bac en sciences. Alors ça, déjà, c'est 8 cours dans une année complète, d'où que la cote de cours commence avec le chiffre 1. Alors, c'est un cours de première année. Ensuite, kinésiologie. Alors, pour les programmes d'activité physique et santé, le maximum nombre de cours de première année est un peu plus haut à cause ils vont avoir des cotes de cours, des cours d'une valeur de 1 crédit ou 1,5 crédit. Alors, ça, c'est une des raisons, la raison pourquoi le nombre est augmenté de 3 crédits de surplus pour un programme d'activité physique et santé comme kinésiologie. Ensuite, vous avez le bac en sciences de génie. Alors, pour les programmes de génie à la Laurentienne, c'est tous des cours chargés
Donc, au lieu d'avoir un maximum nombre de 120 crédits, il y a 144 crédits, qui veut dire que les étudiants qui vont suivre un programme de génie vont avoir 6 cours dans l'horaire à chaque semestre au lieu de 5 pendant leurs 4 années. C'est absolument possible d'en prendre moins pour allonger la durée de votre bac dans un programme de génie, mais pour cette raison-là, les étudiants vont prendre plus de cours de première année afin qu'ils puissent avoir les préalables pour les cours de génie dans les années supérieures. Alors, ils vont prendre une couple d'autres cours de sciences ainsi que d'autres cours qui sont obligatoires en mathématiques aussi. Alors, ça, c'est la raison d'où vous avez un surplus de 9 crédits comparé à kinésiologie, donc 51. Nos bacs de génie ont une limite de 60 crédits de cours de première année. Et à fur et à mesure que vous continuez, c'est toutes des années, des cours d'année supérieure. OK, alors on va discuter vite fait à propos des sessions à la Laurentienne. J'ai déjà touché un peu que la session de printemps, la session que vous êtes pour commencer dans une couple de semaines, est un peu plus raccourcie que les autres sessions traditionnelles. Alors, la session d'automne, une valeur de 3 crédits pour ces cours-là, commence et vous débutez au mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Alors, peu importe si vous êtes un étudiant à distance ou bien sur campus, vous auriez jusqu'à la première semaine du mois de décembre comme genre en classe ou les leçons par semaine. Ensuite, les 3 dernières semaines du mois de décembre vont être notre période d'examen. Alors, pour la session d'hiver, maintenant, nous sommes en période d'examen au mois d'avril pour les élèves qui ont suivi un cours automne-hiver ou bien d'hiver. Alors, les 3 dernières semaines de décembre ainsi qu'en avril est une période d'examen pour tous les cours universitaires chez nous, peu importe si vous êtes un élève sur campus ou bien à distance. Pour vos examens finaux, vous êtes pour recevoir l'horaire de notre bureau du registre. Alors, si vous êtes pour suivre un cours à l'automne, vous êtes pour recevoir la période d'examen, l'horaire pour vos cours, vos examens finaux, souvent mi-octobre. Souvent, il essaie de lancer ça avant la semaine de pause. Donc, pour nous, c'est souvent la semaine de l'Action de grâce. Alors, entre ce temps-là, c'est d'où vous êtes pour recevoir la pleine horaire. Et puis, lorsque vous l'avez reçu, ça serait tout simplement de visiter la carte de cours que vous avez et puis pour voir la date ainsi que le temps que vous êtes pour écrire votre examen final. Un peu la même chose pour la session automne-hiver. Et puis pour la session d'hiver, souvent l'horaire, ou automne-hiver, on va dire, c'est des cours que vous êtes pour. L'horaire de votre la période d'examen va être envoyé à votre adresse courriel de la Laurentienne mi-février. Alors, un peu, souvent comme à le milieu de votre session. Et puis ça va vous déclarer la date et les temps que vous êtes pour écrire vos examens finaux au mois d'avril. Alors, pour nous, à cause de la fin de semaine de Pâques est un peu plus tard que d'habitude, nos examens maintenant vont terminer vers le 25 ou le 26 avril pour ceux à distance et sur campus. Finalement, vous avez la session de printemps-été qui va commencer au mois de mai jusqu'au juillet. Alors, si vous faites la comparaison entre les sessions ici, vous êtes pour voir tout de suite que la session de printemps est beaucoup plus raccourcie que la session, on va dire, en octobre. Alors, si vous avez souvent environ 10 à 11 semaines pour compléter un cours, et il y a aussi des cours de 6 crédits qui sont offerts pendant la session de printemps. Alors, c'est super important à savoir que si vous êtes pour vous inscrire pour un cours de 6 crédits au printemps, c'est un cours chargé. Donc, d'habitude, vous avez 8 mois pour compléter ce cours. Maintenant, vous avez seulement 10 semaines. Alors, moi, l'an passé, je m'ai bien proche inscrit pour un cours de 6 crédits, mais j'ai envoyé un courriel au professeur pour voir c'était quoi le syllabus de cours, c'était quoi les attentes d'un étudiant. À cause, j'ai su que j'avais beaucoup moins de temps à prendre ce cours, à compléter ce cours. Alors, comme exemple, ce cours-là, il y avait un travail de 10% à soumettre à chaque semaine pour 10 semaines. Alors, moi, j'ai su qu'avec un emploi à temps plein, c'était un peu plus trop chargé pour moi.
Donc, j'ai pris un cours de 3 crédits au lieu d'un cours de 6 crédits. Et pour moi, c'était un peu plus facile à gérer mon temps. Alors, soyez conscient de ça aussi lorsque vous voyez la cote de cours. La cote de cours qui termine avec un 0 ou bien un 5, ça l'indique un cours de 6 crédits. Alors, si vous êtes au premier semestre universitaire, peut-être un peu trop agressif pour vous de prendre un cours de 6 crédits en plein temps, à moins que vous avez peut-être un emploi à temps partiel, où vous pouvez dédier plus de temps à un cours de cette valeur. Autrement, peut-être attendez que vous avez déjà pris quelques cours universitaires, donc vous savez un peu plus les attentes. C'est un peu plus facile à gérer comme ça. Vous avez une autre question? Let's go. Oui. J'ai une question au sujet des examens, surtout en ligne. Donc, la question est spécifiquement, l'étudiant veut savoir, est-ce que les examens sont faits en ligne ou est-ce sur papier dans un centre d'examen? Est-ce qu'il faut qu'ils viennent sur le campus pour écrire l'examen? Comment ça fonctionne pour un étudiant qui étudie en ligne? Aucune idée. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, si vous êtes un étudiant, une étudiante en ligne, à distance, si vous habitez, si je ne me trompe pas, c'est 75 km du campus, vous êtes obligé d'écrire votre examen final à la Laurentienne sur notre campus. Mais avant que vous commencez le cours ou pendant la session, si je ne me trompe pas, c'est les 2-3 premières semaines, vous êtes pour recevoir un courriel et une note dans votre portail d'étudiant qui vous prie de déclarer votre adresse permanente afin qu'on puisse arranger soit que vous écrivez un certain centre, comme on va dire si vous habitez à Toronto ou à Barrie, nous avons plein de centres d'évaluation d'où on va vous faire parvenir cette information-là afin que vous puissiez écrire votre examen final à cet endroit. Des fois, nous avons des étudiants qui nous viennent des communautés isolées au nord. Dans cet exemple-là, ça se peut que vous écrivez une bibliothèque municipale ou bien un centre communautaire. Toute cette information est partagée avec vous lorsque vous êtes inscrit au début de votre cours. Je vais ajouter la note à cause c'est souvent une question qu'on reçoit. Si vous êtes un étudiant qui est sur le campus, on va dire si vous vivez en résidence, vous venez d'Ottawa, on va dire comme exemple, vous habitez sur le campus et puis vous prenez un cours à distance. Dans notre système, on va voir que votre adresse permanente est à Ottawa. Mais si vous avez les intentions de rester ici pendant la période d'examen, c'est super, super important que vous changez l'adresse permanente à votre adresse ici à Sudbury afin qu'on puisse gérer le centre et puis vous faire écrire ici à Sudbury au lieu de partir à Ottawa pour un jour et retourner ici à campus afin de finir le restant de vos examens finaux. Il y a toujours la chance de changer l'endroit de votre examen, mais des fois, si c'est trop tard et vous avez passé la date d'échéance, il y a un frais supplémentaire afin de changer le lieu de votre examen final. Alors, soyez au courant de ça. Si vous êtes un étudiant plus ou moins en résidence, c'est plus ou moins l'option là, de s'il vous plaît, changer cette adresse permanente, au moins avec le bureau d'études en ligne. De cette façon-là, ils vont organiser que votre examen final soit ici à Sudbury sur le campus au lieu de proche de votre maison permanente. J'espère que ça répond à vos questions. Sinon, vous avez toujours l'appui du service en ligne aussi. Si vous avez certaines questions comme What's an individual in French? Un vigilataire. Oui, non? Un surveillant d'examen. Oui, il y a toujours un surveillant d'examen qui va être avec vous pendant que vous écrivez votre examen final. Souvent, nous avons déjà comme une base de données de personnes qui ont déjà surveillé des examens finaux. Si vous êtes dans un endroit où on n'a pas un surveillant, on va vous communiquer avec vous afin que vous puissiez trouver quelqu'un pour surveiller pendant votre examen final. Et tous ces détails vont vous être envoyés dans votre portail d'étudiant lorsqu'on voit que vous êtes inscrit à un cours à distance. Ça se peut que ça se répète un peu, si vous avez 2-3 cours dans votre horaire qui sont tous à distance, vous êtes pour recevoir le même message plusieurs fois. Mais patientez, c'est juste à cause, pour chaque examen final, on doit vraiment régler un endroit spécifique pour ce cours-là. Mais vous êtes certainement pour recevoir ces informations au fur et à mesure que vous êtes inscrit au cours à distance.
Cool. All right. On va continuer à la présentation maintenant. OK, la prochaine section. So, si on a une petite vidéo à partager avec vous. Si vous n'avez pas déjà complété l'inscription de cours, ça se peut que ceci se répète un peu. Mais on a créé une petite vidéo. Et puis, c'est aussi lancé sur notre post de YouTube et le portail d'étudiants. Mais c'est juste les étapes que vous devez prendre afin de vous inscrire pour un cours avec le portail de WebAdvisor. C'est un vidéo de comme environ 2 minutes. Alors, si vous manquez les détails, vous êtes toujours prié de nous poser les questions et puis on peut toujours vous appuyer. OK, parfait. Alors, ça indique vraiment juste les détails, les étapes de 1 à 11. Vous pouvez vous inscrire à certains cours. On comprend, la vidéo n'est pas nécessairement toujours claire et puis un peu rapide. Alors, si vous avez besoin de l'appui, nous sommes au plaisir de vous appuyer. Mais la vidéo est aussi disponible sur le portail, comme il a dit, sur le portail de Laurentienne. Donc, si vous allez dans la section d'inscription, les vidéos sont là. OK, so un peu plus d'informations importantes pour vous. Les dates importantes, je vais juste voir vite fait pour OK, parfait. Alors, les dates importantes, évidemment, sont importantes, super importantes pour vous à connaître, sont toujours ajoutées sur notre site web. Mais une des raisons pourquoi on aimerait partager ceci avec vous, c'est parce qu'il y a des dates, et puis vous pouvez voir un peu, avec l'exemple ici, il y a des dates qui sont très importantes aux élèves à chaque session. Alors, des dates, on va dire comme exemple, la dernière date d'où vous pouvez vous inscrire à un cours pendant une session, ou la dernière date d'où vous pouvez faire des changements dans votre horaire. C'est des dates très, très, très importantes. Donc, spécialement au début, je dirais au début, plus ou moins, au début de chaque session, il va y avoir ces dates ici, mais aussi on va ajouter les dates d'où la période d'examen final va commencer, la dernière journée de vos classes. Dans cet exemple ici, vous pouvez voir, OK, non, ce n'est pas ajouté ici, mais pendant la session d'automne, il y a une date au début du mois de novembre, donc c'est la dernière journée d'échapper à un cours de votre horaire sans recevoir une note faillite sur votre relevé de notes. Donc, vous avez aussi un rabais de 10% de vos frais de scolarité. Alors, on va dire si vous avez passé la date d'inscription pour une session, on peut utiliser l'exemple de la session de printemps. Si je ne me trompe pas, c'est le 10 mai. Le 10 mai, c'est la dernière date où vous pouvez ajouter un cours et aussi retirer un cours de votre horaire.
Alors, si vous avez passé la date du 10 mai et vous voulez retirer un cours, c'est absolument possible, mais le plus long que vous attendez, le moins de rabais que vous êtes pour recevoir sur vos frais de scolarité jusqu'à la fin. Je ne suis pas trop certain c'est quoi la date pour la prochaine session, mais on va dire quelques temps au mois de juin. Donc, après cette date, vous êtes pour recevoir une note de faillite et 0 de rabais sur vos frais de scolarité. Alors, ça, c'est une des dates que je partage souvent avec les nouveaux étudiants et étudiantes. Tout simplement à cause, c'est souvent pas quelque chose qui sont au courant et ils n'ont pas toujours les habitudes de vérifier ces dates importantes à chaque session, étant qu'ils sont un peu nouveaux. Alors, si vous êtes pour accéder à laurentienne.ca, vous pouvez juste taper date importante, ça va se monter sous la barre de recherche, ou bien sur votre portail d'étudiant aussi, vous aurez accès à toutes ces dates importantes pendant chaque session. Ils vont aussi déclarer c'est quoi les dates pour votre pause la session d'automne. Alors, nous avons une pause de congé d'une semaine au mois d'octobre, ainsi qu'un deuxième pendant la session d'hiver au mois de février. Alors, toutes ces dates-là sont partagées avec vous souvent bien avant la session va commencer. Hein? OK, les attentes à la Laurentienne. Alors, même si vous êtes élève ici, nous avons des attentes de vous également. Alors, la première attente que nous avons de vous, c'est que vous participez à vos cours. D2L, c'est un portail d'étudiants, donc ça va vous aider à gérer les informations de cours que vous êtes pour recevoir, non seulement de vos professeurs, mais aussi de vos collègues. Alors, on va partager un peu qu'est-ce que ça a de l'air, le portail de D2L, et comment vous pouvez vraiment utiliser ces fonctions pour faciliter et gérer vos cours à fur et à mesure que vous êtes poursuivre vos études ici chez nous. Deuxième, c'est de lire le syllabus de cours. On dit souvent qu'il n'y a pas vraiment des stupides questions, mais des fois, l'information est déjà partagée avec toi. Alors, c'est pas que vous perdez notre temps, mais souvent, c'est juste de lire les informations que vous recevez du professeur afin de voir c'est quoi la date de votre examen ou quoi que ce soit. Alors, la première journée de vos cours, c'est d'où que vous êtes pour recevoir le syllabus de cours. Puis ça va vous donner toutes les informations que vous avez besoin afin de compléter le cours avec succès. Et puis, on va partager aussi c'est quelles des informations que vous êtes pour recevoir dans le syllabus pour chaque cours. Si vous êtes un étudiant, une étudiante à distance, le syllabus de cours va être partagé avec vous à travers votre portail D2L. Maintenant, si vous prenez un cours avec la cote de cours 12, c'est un cours où vous êtes pour recevoir un paquet de matériel 10? 10? OK, excuse-moi. Si les derniers deux chiffres de votre cote de cours est 10, vous n'auriez aucune information dans votre portail D2L. Ça veut dire que vous êtes pour recevoir un paquet de pages, un matériel de cours, une trousse pour votre cours à travers la poste. Alors, notre bureau d'études en ligne fait un vraiment bon job à envoyer tout ça genre Express Post. Alors, souvent, quelques jours après que vous êtes inscrit, vous êtes pour recevoir cette information-là à travers la poste. Et puis, vous auriez votre syllabus de cours dans ce paquet, dans cette trousse-là d'informations. Alors, vous êtes prié de lire le syllabus aussi. Et puis, si vous êtes sur campus, le premier jour de votre cours, vous êtes pour le recevoir pour chaque session. Dans le syllabus de cours, vous auriez une liste de matériel requis, comme les livres obligatoires. Alors, même si vous payez les frais de scolarité pour un certain cours, ça ne veut pas dire que vous êtes pour recevoir tous les matériels obligatoires pour ce cours-là. Des fois, il y a des matériels supplémentaires que vous devez vous procurer, comme un livre, un matériel de livre. Alors, nous avons, pour les élèves à distance, il y a l'option d'acheter vos livres en ligne à travers notre librairie. Alors, à travers le site Laurentienne, vous pouvez trouver la librairie et puis une option d'où on peut faire parvenir vos livres de cours à votre adresse personnelle. Il y a aussi d'autres moyens sur l'Internet comme Amazon ou bien Chapters in the Go.
Indigo, pas Indigo. Anyways. Alors, vous avez ces options-là. Vous pouvez aussi obtenir votre carte étudiant. Alors, un peu plus important pour ceux qui sont sur le campus d'obtenir votre carte d'étudiant à cause qu'il va y avoir beaucoup de différents moyens d'utiliser cette carte à travers le campus. Premièrement, pour ceux qui sont sur campus, c'est obligatoire de présenter votre carte étudiant lorsque vous êtes pour écrire vos examens finaux. Pour vous, ça serait de visiter la Hub Laurentienne ou bien même avant que vous commencez vos études, il y a un processus sur votre portail d'étudiant d'où vous pouvez télécharger une photo à travers votre portail. Et puis, si vous êtes un étudiant sur campus, on va imprimer votre carte pour vous avant que vous arrivez. De cette façon-là, c'est prêt pour vous lorsque vous vous trouvez à la Hub Laurentienne. Ou bien, si vous êtes un étudiant, une étudiante à distance, vous pouvez également nous envoyer une note afin qu'on puisse envoyer votre carte d'étudiant à votre adresse permanente si vous habitez au Canada. Hein? Oui, c'est ça. Donc, une fois que vous faites demande pour la carte étudiante, si vous êtes un étudiant à distance, vous allez avoir l'option de demander si vous voulez qu'elle soit postée chez vous. Vous dites oui, puis elle sera mise dans la poste pour vous. Excellent. Alors, des suggestions. Si vous êtes un étudiant, une étudiante sur le campus, prenez un peu de temps afin de connaître le campus autour de vous. Moi, j'ai vécu plusieurs campus collégiales, universitaires à travers la province de l'Ontario. Il se trouve que même si c'est un peu intimidant lorsque vous êtes arrivé la première fois, les 2 premières fois, à fur et à mesure que vous connaissez le campus ici à la Laurentienne, c'est très facile à accéder. Alors, connaître le campus, si vous avez déjà inscrit pour vos cours, peut-être imprimer votre horaire de cours et faire un survol sur le campus pendant une couple d'heures, juste pour trouver c'est où toutes vos salles de classe, où sont situés vos services, où vous pouvez prendre un café Tim Hortons. Alors, tout le campus est là pour vous explorer. Et puis, si vous avez besoin de l'appui pour ça, nous avons le bureau de liaison qui peut vous gérer une tournée du campus avec un de nos étudiants. Si vous êtes un étudiant à distance, il n'y a pas vraiment un grand besoin d'y être, sauf pour votre cérémonie de finissant. Connaissez le campus, c'est très important. Connaissez aussi les conseils d'études pour votre programme. Alors, pour la majorité, comme Miranda vient déjà d'expliquer pour le programme, le bac autorisé en sciences infirmières infirmiers, vous avez déjà une personne dédiée afin de répondre à vos questions qui sont spécifiques lorsque ça vient au cas du transfert, quoi que ce soit. Alors, pour ce programme-là, votre personne de contact, c'est Christina Scopier. Mais tous les programmes ont quelqu'un de différent. Et des fois, certains programmes vont exiger que l'autre conseiller, les conseillères d'études au Centre d'excellence universitaire appuient ces élèves-là. Alors, connaître un peu qui communiquait dans votre programme, c'est souvent un grand atout pour vous. Et aussi, ça peut être une très bonne ressource lorsque ça vient le temps à peut-être trouver un emploi ou bien trouver des références pour un emploi plus tard. Alors, c'est toujours une bonne idée de vraiment vous partager avec le programme d'études que vous avez ici chez nous. Apprenez à connaître le site web de l'Université Laurentienne. On a partagé un peu les démarches de comment trouver les informations importantes de votre programme ainsi que la liste de cours et vos options de bac lorsque ça vient à la majeure, la mineure, etc. Mais aussi D2L qu'on va partager bientôt et le site de WebAdvisor d'où vous faisiez l'inscription de cours. Alors, on comprend que c'est beaucoup d'informations à connaître, surtout au début, mais prenez un peu de temps pour explorer ces portails. De cette façon-là, c'est un peu plus facile à gérer votre temps, gérer vos études et aussi vous aurez moins de stress au début du premier semestre. Alors, si vous vous trouvez à webadvisor.laurentienne.ca, vous pouvez rentrer là avec votre username et votre mot de passe. Et puis, sous la menu de base, juste explorer les différentes options, comment trouver mon horaire de cours, comment trouver mon information de taxes, des impôts, comment trouver mon relevé de notes, comme exemple, comment inscrire au cours. Et vous êtes pour trouver que c'est très facile à gérer pour la majorité du temps. Et si jamais vous avez besoin d'appui, n'hésitez pas
à ce temps-là de communiquer avec nous. Si vous êtes un étudiant sur le campus, apprenez les circuits de passage pour le système de transportation ici dans la ville du Grand Sudbury. Pour les étudiants à temps plein, vous auriez une pause d'autobus pour le plein 8 mois que vous êtes aux études, pour le mois de septembre jusqu'à la fin du mois d'avril, sur votre carte étudiante. Alors, nous travaillons pas mal assez proche avec la ville du Grand Sudbury, leur système de transportation. Donc, avec cet accord, nous avons un autobus de la ville de Sudbury qui va arriver sur le campus environ chaque 15 minutes pendant la session d'automne et d'hiver, surtout pendant le jour, et ensuite environ chaque 30 minutes pendant les fins de semaine, le soir, ainsi que les jours d'été et le printemps. Alors, c'est très facile à naviguer le système de transport, mais on vous encourage aussi de connaître un peu les circuits afin de faciliter vos voyages si vous avez besoin des épiceries ou si vous voulez aller au centre-ville pour voir un jeu de hockey. C'est beaucoup plus facile. Ils ont un très bon site web aussi. Et aussi, il y a une application pour vos appareils mobiles avec la ville du Grand Sudbury pour faciliter aussi votre trajet. J'ai juste un autre point à partager. Ensuite, je pense qu'on a une question. Alors, la dernière, ce serait de dire bonjour à quelqu'un que vous ne connaissez pas, soit face à face ou même en ligne, comme à travers votre système, votre portail D2L. Vous auriez la pleine liste de cours pour tous vos cours, même si vous êtes un étudiant à distance. Alors, des fois, c'est un peu plus facile de faire le cheminement universitaire, même pour un cours, avec l'appui d'un de vos collègues. Alors, n'hésitez pas à vraiment partager, vous introduire. Nous autres, on est très fiers d'être un campus un peu moins grand que d'autres dans la province de l'Ontario. Et c'est vraiment un atout pour nous d'avoir ce côté personnalisé à vos études. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi la majorité de nos étudiants choisissent de venir à leur enseigne. C'est pour ce atout personnel. Et puis moi, mon expérience personnellement, j'ai trouvé que ma vie universitaire et mon cheminement universitaire était beaucoup plus facile lorsque j'ai commencé à connaître du monde derrière les scènes. Alors même les personnes au service à l'élève, ils sont toujours là, ils travaillent là. Puis souvent, la taille des équipes ne sont pas aussi grandes. Donc, c'est très facile à connaître le monde autour de toi, juste le connaître par leur premier nom. Alors, ça fait votre cheminement un peu plus agréable. Et même juste connaître les personnes dans vos salles de classe, ça va améliorer beaucoup votre vie étudiante. Alors, quelque chose qu'on encourage fortement. Et bon, oui, dernier, ça c'est super important. Vérifiez votre courriel Gmail. Alors, je vais juste partager ça vite fait. Dans les dernières années, la Laurentienne a changé de format. Donc, maintenant, on utilise Gmail. Alors, si vous voyez gmail.com, vous pouvez utiliser votre adresse de la Laurentienne afin d'avoir le même template, le même gabarit de Gmail. Alors, si vous avez déjà un Gmail personnel, ça va être le même gabarit que vous êtes déjà habitué. Alors, à travers là, vous aurez aussi un Google Drive. Donc, vous pouvez utiliser ça comme genre un entrepôt pour vos documents. Vous aussi, le calendrier que vous pouvez utiliser dans votre Gmail. Et lorsque vous êtes, on va partager ça un peu plus, mais lorsque vous communiquez avec nos services à l'élève ou les services universitaires, s'il vous plaît, toujours utiliser votre compte de Gmail de la Laurentienne à cause c'est votre propre identité personnelle comme étudiant chez nous. OK, on va faire une quick pause. OK. Donc, la question qu'on a, c'est combien coûte un cours en ligne de 3 crédits? Puis vous êtes tous chanceux parce que je l'ai devant moi en ce moment. Un cours de 3 crédits. Maintenant, ça, c'est pour un cours qui commence au mois de septembre 2019. Je ne suis pas certain combien le cours va être pour le mois de mai, mais ça va donner une idée. Pour le cours au mois de septembre qui commence aux 3 crédits, c'est environ 694 $. Ça inclut quelques frais obligatoires, les frais de matériel, les choses comme ça. Donc, pour un cours de 3 crédits en ligne,
c'est 694. Ça, c'est un cours qui commence au mois de septembre. Je ne suis pas certain exactement pour un cours qui commence au mois de mai. Si vous voulez plus d'informations, je vous demande d'envoyer un courriel au hub. Je vais écrire le courriel dans 2 secondes. Mais c'est hub@laurentienne.ca, puis ils vont avoir toutes les réponses à vos questions là concernant les frais. Au moins, vous avez d'autres informations. Non, je pense que la seule chose que j'aimerais peut-être ajouter, c'est que lorsque vous faites un cours en ligne, il y a souvent un frais supplémentaire, un frais en ligne, puis ça, c'est juste le matériel numérique. Le frais matériel numérique. Alors, ça, c'est juste la seule chose que j'ajouterais, c'est que assurer que vous prenez ce frais en considération pour chaque cours. On va dire si vous avez 5 cours dans l'horaire en ligne, c'est le même frais 5 fois 1 pour chaque cours que vous avez dans l'horaire. Mais comme Patrick a dit, nos collègues au Hub auront toutes ces informations pour toi et peut-être peuvent même personnaliser d'après les cours que vous êtes pour prendre dans votre horaire propre. Aussi, une fois que vous êtes inscrit pour vos cours, vous allez voir. Une fois que vous êtes inscrit pour vos cours, vous allez voir sur WebAdvisor un sommaire de compte qui va vous expliquer exactement c'est quoi les frais à payer. Puis c'est ça, les frais à payer. Ouais. Bonne question. Les frais de scolarité, ça, je ne cherche pas. OK. OK, alors les autres attentes. Connaissez votre programme et les exigences de votre degré. Alors, on a partagé ça un peu. C'est quoi les exigences? Pour la majorité de vous, si vous êtes pour commencer, vous avez déjà rencontré les exigences de votre programme afin d'être accepté. Mais il y a certaines exigences pour des programmes d'où vous auriez une moyenne de 60% dans vos cours obligatoires de votre programme afin de continuer dans les années supérieures. Alors, toutes les informations ou les exigences de votre programme spécifiquement pour votre programme sont toutes détaillées sur le site web. Alors, ça sera un peu les mêmes démarches qu'on a partagées pour trouver les informations de cours, les détails de programme pour votre majeur et mineur. Ça sera juste d'accéder au site laurentienne.ca et sous la section de programme de premier cycle, trouvez votre programme afin de vraiment connaître c'est quoi les détails ainsi que les exigences de votre programme. Si vous êtes pour naviguer le campus en personne, peut-être connaître un peu, excuse-moi, c'est où le département académique. Une des raisons pour ça, c'est que des fois, le département va vous prier d'apporter votre document à la secrétaire ou bien ramasser quelque chose ou recevoir vos notes sur une page qui est mise sur la porte du professeur ou quoi que ce soit. Aussi, chaque professeur sur le campus, il y a aussi un mandat de l'université qui partage chaque professeur sur le campus doit dédier 3 heures pendant la semaine pour des heures de bureau. Alors, si vous connaissez c'est où le bureau de votre professeur, évidemment, c'est partagé aussi dans la syllabus de cours. Mais ça vous donne la chance de visiter votre professeur un à un et vraiment poser ces questions-là si vous avez certaines questions par rapport à un travail ou le cours en général. Alors, c'est une des raisons pourquoi on partage cette information ici. Et si vous êtes un étudiant, une étudiante en ligne, savoir c'est qui les personnes contact afin de vraiment recevoir ces informations-là. Toujours l'information de votre professeur pour le cours que vous êtes inscrit est partagée dans le syllabus de cours. Alors, vous aurez au moins cette information-là, mais on va dire peut-être l'information de la secrétaire de votre programme. C'est toujours, comme j'ai dit, c'est juste l'aspect personnalisé un peu plus que rien d'autre. Connaissez les conseillers aux études de votre programme ou direction département et connaissez qui appeler au cas que vous avez une question. Alors, nous sommes ici afin de gérer cette session pour faciliter votre entrée académique, mais nous sommes aussi le long de votre trajet universitaire. Alors, nous avons plein de programmes de soutien pour vous et je peux vous promettre que si vous ne savez pas où vous rendre pour un certain service, vous pouvez toujours retourner à nous et puis ça fait longtemps qu'on est ici, alors ça nous fait plaisir de partager l'information contact que vous cherchez au cas que vous ne savez pas où le rejoindre. Alors, on
on va partager un peu l'étiquette de courriel. Alors, on trouve que c'est important à partager cette information ici, et comme ça, comme plus ou moins maintenant, dans l'âge d'où on est, avec plusieurs personnes qui sont, on est habitué au texto, ça envoie des messages un peu raccourcis. C'est pas toujours le moyen, on va dire, professionnel d'envoyer des messages de cette même façon lorsque vous communiquez avec une institution universitaire ou même vos professeurs. Alors, certains d'entre eux ont une politique qu'ils veulent vraiment suivre lorsque ça vient écrire des courriels ou lire des courriels de leurs étudiants. Alors, on a souligné certaines choses qu'on trouve importantes à vous vraiment connaître. La première, ça serait de toujours utiliser votre courriel de la Laurentienne. Comme j'ai déjà partagé, ce courriel est spécifique à vous. C'est votre identité, comme étudiante chez nous. Et ça nous donne un moyen très, très facile à connaître qui vous êtes si vous avez oublié d'indiquer la signature de votre courriel. Et puis, de cette façon-là aussi, si vous êtes pour nous rejoindre à une adresse de la Laurentienne, ça va assurer que votre message n'est jamais filtré. Alors, si vous nous écrivez avec un courriel de Hotmail ou de Outlook.com, des fois, ça se fait filtrer dans notre système et puis on ne reçoit jamais le message. Alors, si vous écrivez de votre courriel de la Laurentienne, ça va assurer que le message est toujours bien reçu. Ensuite, la ligne de sujet. Important de vraiment mettre un contenu, peut-être un petit résumé de couple de mois ou indiquer dans la ligne de sujet, c'est quoi votre besoin avec ce courriel ici, avec ce message. Un bon exemple, c'est des cours de première année, d'où il y a des fois 150, 200, 300 étudiants dans un même cours. Et puis souvent, le professeur, il enseigne plus qu'un cours à la fois aussi. Alors, si vous pensez chaque étudiant dans cette classe va poser une question au professeur, c'est possible qu'il reçoit des centaines de courriels par jour, par semaine. Et si qu'il voit un courriel qui entre, ou si il ou elle reçoit un courriel avec pas de sujet, c'est possible qu'ils vont supprimer le courriel sans l'avoir lu. Alors, si vous pouvez juste mettre en bref, c'est quoi votre besoin, ça facilite vraiment la job pour tout le monde. Alors, une couple de choses ici, votre salutation, essayez au plus de possible d'éviter Hey, what's up? Or Hey, yo, professeur. C'est pas nécessairement professionnel dans cet environnement. Alors, une salutation comme bonjour professeur, ou bonjour docteur Edmond, ou quoi que ce soit, j'essaie de garder ça moins chill. Le contenu de message, moi j'essaie au plus de possible de vraiment séparer mes idées ou mes questions dans petits paragraphes ou des petites lignes à la fois. De cette façon-là, c'est plus facile à lire, c'est plus facile à comprendre le besoin de l'élève. Alors, si vous faites éviter un super grand paragraphe, donc après la 10e ligne, c'est un peu difficile à gérer la durée ou le besoin de l'élève. Ça facilite la tâche pour tout le monde. Et ensuite, une fermeture, quelque chose comme cordialement, merci pour votre temps, prenez soin, à bientôt. C'est toutes des fermetures acceptables pour un courriel. Ensuite, la signature. Alors, si vous pouvez juste signer le courriel avec votre nom complet, votre prénom, votre nom de famille, ou bien aussi votre numéro d'étudiant, étudiante. Si il y a 2 étudiants avec le même nom qui écrit un courriel, ça facilite la tâche avec le numéro d'étudiant ou bien le courriel Laurentienne, de vraiment savoir c'est qui l'élève. Alors, si vous écrivez un service à l'élève comme l'aide financière, on peut vraiment visiter votre portail pour savoir c'est quoi les informations spécifiques à vous. Aussi avec le moyen Gmail, c'est quoi le mot? Quel mot? Le format, le template. Le gabarit? Le gabarit. Avec le gabarit de Gmail, vous pouvez aussi ajouter une signature permanente.
Alors, si vous avez les habitudes techniques d'aller dans vos settings, changer ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire de cette façon-là. À chaque fois que vous envoyez un courriel sous le gabarit, votre signature va être là aussi dans la signature automatiquement. OK, on a des questions. On a des grandes questions de vie. OK. Donc, les questions qu'on a, ça rapporte à l'argent. C'est quoi le gabarit? Les questions qu'on a, ça rapporte à l'argent. Nous ne sommes pas des experts sur les frais, mais on va faire de notre mieux de vous répondre à vos questions. Autrement, on va vous envoyer vers le hub à laurentienne.ca, hub@laurentienne.ca. La première question est, quelle est la date limite pour payer les cours pour la session de printemps? Et la réponse est le 10 mai 2019. Tu le savais-tu, ça, Miranda? Oui. Ah, OK, Miranda le savait. Moi, je ne le savais pas. J'ai dû le regarder sur Internet. La deuxième question est, quelle est la date limite pour soumettre une demande de prêt ou bourse? Pour les prêts, donc ça, surtout, on parle du RAFEO. Donc, pour les prêts, on parle un programme du gouvernement ontarien ou canadien. Tu devrais faire ça aussitôt possible. Corrigez-moi si vous connaissez plus la réponse. Vous devriez faire ça aussitôt possible. Allez sur RAFEO, faites une recherche, une fouille sur Google pour RAFEO ou allez sur osap.on.ca puis choisissez la section française pour remplir le formulaire en français. Vous devriez faire ça aussitôt possible pour ça compte pour vos cours qui commencent en quelques semaines. Pour les bourses, la demande va sortir en mi-mai. Donc, vous allez recevoir le courriel du Hub à Laurentienne avec les directives sur comment faire demande pour vos bourses pour la session du printemps et de l'été. Donc, ça va sortir mi-mai à fin mai. Vous allez faire ça tout en ligne sur Laurentienne. La question, l'étudiant est à non-degré, mais se demande s'il est quand même admissible pour des bourses. La réponse est oui, pour certaines. Je ne sais pas si vous en connaissez ça aussi, mais je sais que j'en ai connu des étudiants qui ont eu certaines bourses, même si c'était à non-degré. Vous êtes étudiant. Donc, si vous prenez un programme ou non, c'est juste des cours, ça ne fait pas de différence. Vous êtes éligible. C'est juste que certaines bourses vous demandent d'être inscrit dans certains programmes. Eux autres, tu ne peux pas faire demande. Tu ne peux pas faire demande pour ceux qui te demandent spécifiquement d'être un étudiant en histoire ou un étudiant en biologie parce que tu ne l'es pas. Tu prends des cours au hasard. Mais il y a certaines bourses que tu peux certainement soumettre une demande. Donc, plein de questions sur l'argent. Tu nous as mis au travail ici. J'ai fait la recherche tandis que Jason parlait. C'est ça. Donc, je pense que c'est toutes les questions qu'on avait pour tout de suite. Puis, je vais retourner ça à Jason. Parfait, merci. Alors, on va repartager la présentation. OK, parfait. Alors, nous avons une couple d'exemples ici sur la gestion de temps. C'est souvent des questions qu'on reçoit de la part des étudiants, peu importe si vous êtes un étudiant, une étudiante en ligne ou bien sur le campus. Et puis, la gestion de temps, je dirais un peu plus pour les étudiants en ligne. Très important, à cause des fois, ça se peut que nous n'avons pas des habitudes en salle de classe. C'est très facile à vraiment s'éloigner des études des fois. Et puis, on se trouve à la fin du semestre avec plein de choses à soumettre. Alors, si vous pouvez vous brancher un peu de temps chaque semaine, ceci va certainement vous aider. Alors, pour la gestion de temps, chaque cours a une durée de 3 heures par semaine. Alors, soit un bloc de 3 heures ou bien 2 blocs d'1 heure et demie. C'est très rare, puis je pense qu'on a plus ou moins évité tous les cours qui sont 3 fois par semaine, 1 heure chaque. Si je ne me trompe pas, les cours sont soit un bloc de 3 heures ou bien 2 blocs d'1 heure et demie. Et puis les laboratoires, si vous prenez un cours de sciences traditionnelles, votre laboratoire aura une durée de 3 heures par semaine. C'est toujours un bloc de 3 heures pour les laboratoires et non 2 blocs d'1 heure et demie. Et puis le cours peut aussi inclure un tutoriel qui a une durée d'entre 30 minutes à près de 3 heures. C'est le cours de physique première année, un tutoriel d'environ 20-30 minutes. Et c'est toujours comme le 20 ou 30 minutes avant le début du cours.
Alors, sachez au courant de ça. Et puis, l'apprentissage qui a lieu hors de les salles de classe, un minimum de 6 heures par cours par semaine. Alors, nous autres, on advise plus ou moins 2 heures hors de la salle de classe pour chaque heure que vous êtes en salle de classe. Alors, ça, c'est comment on a fait ce rapport ici. Et tout l'apprentissage qui a lieu hors de les salles de classe, c'est plus ou moins comme les lectures, réviser vos notes, faire vos devoirs. Alors, vous aurez certainement des travaux à soumettre, vos rapports, vos dissertations. Si vous devez faire vos études pour un test, un examen, quoi que ce soit. Juste pour vous savoir c'est quoi les attentes pour un étudiant, une étudiante chez nous. Et puis, comme j'ai dit, peut-être un peu plus important pour un étudiant, une étudiante en ligne, pour savoir vraiment combien de temps vous devez dédier à vos études, pour même juste un cours en ligne, peu importe la session. Alors, on a une couple d'exemples ici qu'on aimerait partager pour vous donner vraiment un exemple de ce que ça a l'air, un horaire à temps plein, à temps partiel, exemple, un étudiant de sciences. Alors ici, le premier exemple, c'est un étudiant. Alors, je vais lire l'exemple et puis on peut faire les questions ensemble. Ryan est un étudiant du bac administration des affaires et a une charge de cours à 100%, sans laboratoire. Les heures de cours dans son horaire est 15 heures par semaine. Alors, combien d'heures de classe devrait-il planifier à chaque semaine? Alors, ça l'ajoute. Les réponses ne sont pas là. Alors, la réponse est 45 à cause que vous avez 15 heures par semaine de cours en salle de classe. Ensuite, 2 heures supplémentaires pour chaque heure en classe. Alors, ça, c'est 30 heures à l'extérieur de la salle de classe. Ensuite, on ajoute le 15 heures en salle de classe pour donner un total de 45 heures. Alors, vous pouvez voir juste avec cet exemple que c'est chargé. Souvent, un emploi à temps plein, on travaille 40 heures par semaine. Alors, c'est plus ou moins un emploi à temps plein. Souvent, c'est qu'est-ce que je veux dire aux étudiants de première année pour qu'ils puissent vraiment connaître c'est quoi les attentes d'un étudiant. Vous êtes en train d'étudier pour une carrière dans le futur. Alors, c'est vraiment votre training pour votre emploi plus tard, votre carrière, quoi que ce soit. Et puis, c'est souvent aussi, c'est pas toujours le cas. Il va y avoir des semaines où c'est plus chargé, moins chargé. Alors, c'est pas le 45 heures à chaque semaine, mais sachez qu'au moins pendant les périodes plus occupées, vous aurez besoin de dédier un peu plus de temps à vos études. Alors, le deuxième exemple, Taylor est un étudiant en ligne en psychologie et est inscrit à 9 crédits. Les heures d'apprentissage en ligne sont 9 heures par semaine. Oui, 9 crédits, c'est 3 cours. Sorry, guys. Combien d'heures d'apprentissage additionnelles Taylor devra-t-il planifier chaque semaine? Alors, 9 crédits, j'avais juste comme, je pensais pour une raison, 9 crédits, c'était 9 cours. C'est comme, wow! 9 crédits, c'est 3 cours. Alors, vous auriez 9 heures par semaine. Ensuite, les attentes à l'extérieur, ça serait 18 heures plus 9 pour un total de 27. OK, j'ai thumbs up de mes collègues, parfait. Alors, juste avec 3 cours dans l'horaire, vous pouvez voir déjà c'est chargé. Right? So, 27 heures dans une semaine pour 3 cours universitaires, c'est beaucoup. Alors, Jeanne est une étudiante en biologie et a une charge de 100% avec 3 laboratoires. Et n'oubliez pas, les laboratoires, on dirait 3 heures chacune. Et 3 heures de tutoriel à chaque semaine. Jeanne doit assister à combien d'heures de cours chaque semaine? Alors, avec une charge de 100%, vous avez 15 heures. Ensuite, avec 3 laboratoires, c'est un surplus de 9 heures.
Alors, déjà, on est rendu à 26 heures, 24 heures, plus 3, c'est 27. Right, guys? Je sais pas, j'en fais tout le monde. Oui, dis-le. Et 27 heures en salle de classe. Ensuite, combien d'heures doit Jeanne planifier d'apprentissage hors des heures de classe par semaine? Alors, c'est 27 fois 2. 54? Right? Oui. Guys. C'est C'est ta 54. présentation. Oh, ça se peut. Ah, yeah! OK, on va voir si Jason est correct. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris un cours de maths, alors on va voir. Oh, 48 heures. Alors, vous avez un break. Vous avez vraiment gagné, on va dire, 6 heures de votre vie. La réponse est 48 et non 54. Vous êtes bienvenus. Alors, évidemment, vous pouvez voir que la gestion de temps est très importante. Ici, on a un exemple d'un horaire d'une semaine pendant une session. Alors, souvent, les étudiantes vont préparer un document Excel. Donc, ils vont faire soit les 5 jours de la semaine, lundi au vendredi, ou même aussi le dimanche au samedi, pour déclarer c'est quoi les heures de classe, les temps de laboratoire. Moi, j'encourage fortement aux étudiants aussi d'ajouter du temps personnel. Des fois, spécialement comme on a vu, si vous êtes un étudiant, une étudiante en sciences, vous avez un horaire chargé avec vos cours, vos laboratoires, vos tutoriels. Si vous mettez un bloc d'1 heure, 2 heures, un couple d'heures par semaine dans votre horaire, d'où que c'est visuel, d'où que vous savez, OK, à 7 heures le lundi soir, je me donne 2 heures pour déclencher, 2 heures pour regarder la TV ou sortir vendredi soir. C'est vraiment, vous êtes pour profiter de ça, ça vous donne quelque chose à vraiment regarder pour la fin de la semaine. Mais aussi indiquer du temps d'études. Des fois, sans un horaire, c'est facile de dire demain soir, je vais étudier. Tu arrives à demain soir et puis il y a un bon show sur la TV que tu veux regarder. Et puis tout à coup, la semaine est passée, tu n'as pas fait tes études. Alors, avoir un horaire comme ça devant vous, d'où c'est visuel, des fois pour plusieurs étudiants, c'est très profitable. Et de plus, il y a certains étudiants aussi qui vont faire un horaire un peu plus détaillé, d'où qui ont chaque mois. Alors ça, c'est quelque chose qu'on suggère fortement de compléter pour chaque session. Et pas nécessairement d'indiquer à quel jour vous avez vos classes, mais dans cet exemple ici, de peut-être indiquer c'est quoi les dates d'échéance pour vos travaux. Quand est-ce que vous avez cette dissertation à soumettre ou un examen ou un test à soumettre? De cette façon-là, vous pouvez voir le mois au complet pour voir, OK, j'ai 2 choses la semaine prochaine à soumettre à mon professeur. Oh, cette semaine ici, j'ai rien à soumettre. Peut-être ça me donne un peu plus de chance à faire du rattrapage à mon cours ou un certain travail. Alors, ça, c'est des choses qu'on suggère de faire. Évidemment, tout le monde est différent. Et puis, on va aussi partager certaines applications d'où vous pouvez faire ça si vous êtes un étudiant ou une étudiante qui aime la technique. Mais moi, je trouve personnellement, moi, je suis un étudiant plus visuel. Alors, avoir la gestion de temps, d'où je vois un horaire devant moi, souvent, je vais avoir différentes couleurs pour différents cours ou différents travaux à remettre pour avoir une certaine couleur. Alors, pour moi, je voir ça dans un shot, une semaine ou bien un mois à la fois, ça m'aide beaucoup à planifier mon horaire personnel. Alors, c'est quelque chose qu'on encourage fortement à vous aussi à commencer dès que vous êtes aux études. Question? OK, on a une question. OK. La question, j'ai dû faire de la recherche. Je suis sur le chat avec nos collègues au Hub. Le clavardage. Merci. La question est, est-ce qu'obligatoire d'envoyer une demande de prêt au RAFEO au lieu de la FE du Québec? Connais-tu la réponse, Miranda? Non. Non, c'est correct. La réponse est si tu viens du Québec, tu peux faire demande. Je l'avais. Tu peux faire demande pour la FE du Québec et non le RAFEO. Si tu viens de l'Ontario, tu peux faire demande au RAFEO.
La définition, là, si tu viens du Québec, c'est que si tu as déménagé en Ontario et depuis 12 mois, tu as été à une école postsecondaire, donc tu comptes encore comme étudiant québécoise, tu peux faire demande pour l'AFE si tu veux. Donc, c'est ça. Donc, tu peux faire demande à l'AFE si tu veux, sans être obligé de faire demande au RAFEO. Une autre question vient de sortir. Est-ce que les cours en ligne se font en direct par vidéo comme présentement? Comment fonctionne un cours en ligne? Wow, super bonne question. Mm-hmm. Ça se peut que certains cours offrent des vidéos. D'après ce que je sache, c'est un peu rare. C'est plus ou moins que vous êtes pour compléter vos études à votre propre rythme. Et c'est une des raisons pourquoi on suggère fortement que vous lisez et connaissez votre syllabus de cours, à cause ça va démontrer lorsque vous avez des travaux à soumettre et évidemment, si vous êtes obligé de suivre ces dates d'échéance aussi comme étudiant et étudiante. Par contre, il y a certaines situations, certains cours, bien certains professeurs qui vont aussi encourager la discussion de cours. Et souvent, pour des cours à distance, c'est le cas à cause, on comprend que vous êtes à l'extérieur, vous êtes évidemment dans un environnement un peu différent que si vous seriez sur le campus. Alors, vos professeurs, des fois, vont suggérer, ou ça se peut que c'est aussi obligatoire, de suivre des conversations à travers votre compte de D2L avec vos collègues dans la salle de classe, soit des discussions de groupe ou bien partager certaines idées d'un travail ou bien une lecture que vous devez faire afin d'avoir une conversation un peu semblable que vous les auriez en salle de classe. Donc, non. Cool. On continue. On continue. Alors ici, juste pour terminer un peu la gestion de temps, ça c'est une liste d'applications pour ceux qui aiment beaucoup la technique, soit sur votre portable, cellulaire, ou bien votre mobile en français, mobilé, ou bien pour votre portable aussi. Il y a plein de différentes applications que vous utilisez pour la gestion de temps, pour vos listes, quoi que ce soit. Il y a aussi des applications que vous pouvez enregistrer sur votre ordi ou bien sur votre mobile qui va fermer vos médias sociaux. Alors, si vous trouvez que vous êtes souvent sur Facebook ou Twitter et puis c'est une distraction pour toi au travail, vous pouvez télécharger cette application-là afin de vraiment avoir un plus de focus ou concentration aux études. Alors, trouvez ce qui est bon pour toi. Nous sommes tous différents. On a tous des différents styles d'apprentissage. Mais c'est quelque chose que si vous les avez besoin, ils sont surtout là. Et si vous aimeriez des suggestions, vous pouvez toujours nous rejoindre. Et puis, on a des experts ici au Centre d'excellence universitaire pour suggérer certains différents moyens ou certains programmes. OK, alors on va parler un peu plus spécifiquement de c'est quoi notre service ici au Centre d'excellence universitaire. Vraiment, notre but, c'est de vous appuyer le long de votre trajet universitaire, plus ou moins au côté académique. Alors, ça, c'est le portail D2L, comme j'ai partagé quelques fois déjà. Ça serait un site d'où vous fait faire la gestion de vos cours. Alors, ici, vous voyez l'exemple d'un étudiant qui a 4 cours dans l'horaire. Alors, peu importe si vous êtes un élève, un étudiant, une étudiante à distance ou bien sur le campus, vous auriez un portail D2L, vous auriez une liste de cours, ou bien si vous êtes inscrit à juste un cours, peut-être juste un cours dans votre portail, mais vous auriez cette information-là. Et puis, lorsque vous cliquez sur un certain cours, vous auriez différentes options. Alors, vous auriez la liste de tous les étudiants et étudiantes de votre cours. Vous auriez un moyen de communiquer avec votre professeur. Vous auriez aussi un moyen de télécharger un document à soumettre
à votre professeur. Il y a aussi une option là, de vérifier vos notes. Alors, si vous téléchargez un document, vous êtes pour voir, un peu après que vous l'avez soumis, vous êtes pour voir vos notes finales sous cette option-là. Si votre professeur encourage une discussion, souvent c'est à travers votre portail D2L et aussi des cours d'où vous pouvez vous inscrire vous-même, des cours ouverts afin de vous appuyer. Alors, je peux penser à un spécifiquement, c'est En ligne 101 ou Université 101, Orientation 101 peut-être, pour ceux qui sont en ligne à distance. Alors, c'est juste un cours, un module que vous pouvez suivre étape par étape afin de vraiment réfléchir et parvenir des informations, contacts pour améliorer vraiment votre cheminement universitaire. Alors, des services comme examen à laurentienne.ca. Alors, ça vous donne ces informations-là à comment vous inscrire pour certains examens, quoi que ce soit. Alors, si vous voyez cette option dans mes cours, il va avoir la chance pour vous à vous inscrire vous-même pour certains ateliers comme ça. Et puis, OK, peut-être important à partager aussi, si vous êtes un étudiant en ligne, à distance, et puis vous vous inscrivez, faites votre login pour votre compte de D2L sur le 6 mai, et vous ne voyez pas de cours que vous êtes inscrit, s'il vous plaît, paniquez pas. C'est possible que ça prend le jour du 6 mai afin que l'information est dans votre portail. Aussi, si vous avez complété l'inscription de cours, on fait parvenir aux étudiants, aux étudiantes, que ça peut prendre entre 2 à 3 jours pour cette information à réfléchir et à vous trouver dans votre portail D2L. Il y a un processus à suivre. Donc, lorsque vous êtes inscrit, l'information est partagée au bureau du registre. Ensuite, cette information est partagée au système technique, au service technique, afin qu'ils puissent monter cette information dans votre portail. Alors, si vous êtes inscrit le 4 mai pour un cours, le premier jour de votre cours, c'est le 6 mai, vous ne voyez pas les informations, s'il vous plaît, patientez, donnez ça 1 à 2 jours. Si par le 8 mai, vous ne voyez pas vos cours dans votre liste d'études, vous pouvez maintenant nous communiquer. Mais si vous ne voyez pas ça le premier jour, c'est normal, ça arrive des fois. Ça se peut que ça prenne 1 à 2 jours afin que vous avez cette information-là pour vous. OK, vitement sur le syllabus de cours, je pense que j'ai touché un peu déjà certaines informations par rapport à ce matériel. C'est quoi un syllabus de cours? Le syllabus de cours, vraiment, c'est un document que vous êtes pour recevoir sur souvent plus qu'une page, qui va vous donner vraiment le déroulement de votre cours, vos attentes, les attentes de votre professeur, l'information contact de votre professeur. Si vous êtes un étudiant sur campus, le lieu du bureau de votre professeur. Moi, j'ai plusieurs cours où les professeurs vont vraiment souligner une semaine à l'autre, c'est qu'est-ce qui va se passer pendant le cours, quel chapitre lire ou quel chapitre vous devez vous être. Ça va souligner aussi les dates d'échéance de tous vos travaux. Ça va souligner la valeur de vos travaux. Alors, si une dissertation a une valeur de 10% de votre note finale ou 15% ou 20%, ça va indiquer aussi la valeur de votre examen final, mais ça ne veut pas vous partager la date de votre examen final si vous n'en avez un, à cause de cette information est faite parvenir du bureau du registre. Alors, je souligne ça déjà. Il va aussi y avoir certaines politiques sur votre syllabus de cours, comme le plagiat. Ça, c'est surtout un qui est partagé dans le syllabus de cours. Alors, toutes les informations importantes que vous avez besoin afin de compléter le cours avec succès est trouvée là. Et puis, comme j'ai dit déjà aussi, l'information pour vos matériels requis, comme vos livres pour le cours, est aussi soulignée dans le syllabus. Vous êtes pour recevoir le syllabus le premier jour d'école ou les premiers peut-être 2 jours sur votre compte de D2L. L'information qu'il contient toutes les informations que vous avez besoin afin de compléter le cours avec succès. Quelles informations sont annotées? Je dirais plus ou moins le cheminement une semaine à l'autre. Les dates d'échéance pour vos travaux est super important à savoir.
ça c'est toujours partagé, ainsi que le matériel de cours et l'information de contact à votre professeur. S'il y a des informations importantes que vous ne trouvez pas dans le syllabus de cours, simplement envoyez un courriel à votre professeur, même si vous êtes un étudiant en distance. Les professeurs sont très, très bons à communiquer avec vous. Si vous êtes un étudiant sur le campus, tout simplement le lister avant ou après la salle de classe ou à leur bureau pendant leurs heures de bureau afin de poser ces questions. OK. Juste, excuse-moi. OK. Les conseillers, les conseillères du Centre d'excellence, ils ont un rôle très important ici afin d'appuyer nos étudiants. Et ça, c'est un peu le cycle qu'ils vont suivre d'après leur service. Alors, premièrement, on va commencer à la haute droite. Faciliter la prise de décision. Alors, c'est important de savoir que les conseillers et les conseillères vont pas faire des décisions pour vous. Ils vont simplement suggérer vos options, ou partager vos options avec vous, et c'est vous, l'élève, qui va faire les décisions. Ils vont aussi satisfaire à différents besoins universitaires des étudiants. Alors, si, comme exemple, vous trouvez que votre horaire, 5 cours par session, est trop chargé, vous pouvez rencontrer un conseiller, une conseillère d'études afin que vous puissiez peut-être lâcher un cours ou prendre 4 cours au lieu de 5. Et puis vraiment voir c'est quoi vos options lorsque ça vient à la charge de cours par session. On comprend que tous les étudiants ils ont tous les besoins. Et puis, c'est possible que 5 cours par semestre, c'est un peu trop pour toi. C'est complètement normal, ça arrive souvent, surtout pour les étudiants qui vont suivre beaucoup d'activités parascolaires, comme un étudiant qui va être étudiant athlète universitaire pour nous. Souvent, ces élèves-là vont prendre un peu moins de cours par semestre. Si vous planifiez à faire ça, important à demander les questions aux conseillers et conseillères du statut à temps plein. Alors, souvent, les étudiants qui vont recevoir de l'aide financière, une des critères, c'est que vous êtes un étudiant, une étudiante à temps plein. Alors, juste assurer que vous posez ces questions-là aussi pour assurer que vous avez ce statut, même si vous prenez moins de cours par session. Ils vont donner des présentations de programmes ciblés, de prestations. Prestations? Oui, ça veut dire qu'on crée des programmes selon les besoins des étudiants. Nous avons Miranda ici qui est conseillère. Je pense qu'elle voulait nous expliquer un peu ce que ça veut dire. Bien, dépendamment de c'était quoi votre trajet ou votre cheminement avant que vous êtes arrivé à la Laurentienne, c'est possible que vous avez besoin plus ou moins d'appui et de support que d'autres étudiants. Donc, on crée des programmes spécifiques pour les besoins des étudiants. Alors, à chaque année, ça se peut qu'on reconnaît d'autres besoins. Donc, pour la prestation des programmes ciblés, vraiment, c'est des appuis et des supports pour vous comme étudiants, soit en ligne ou sur campus. Donc, c'est en plus de ce qu'on fait au quotidien, puis c'est comme Jason dit, on rencontre les étudiants tous les jours pour vos questions concernant vos programmes, vos choix de cours, vos crédits de transfert, mais c'est pour que vous sachiez qu'on a aussi des programmes spécifiques qui peuvent vous appuyer si vous êtes au besoin, mais aussi si ça va bien, on est encore toujours là pour vous. Donc, les programmes sont vraiment ciblés selon vos besoins. Merci. J'étais for sure sur l'impression que c'était une faute d'orthographe. OK. Alors, la dernière option, c'est vraiment fournir l'appui à la transition aux étudiants et aux étudiantes. Et puis, comme la séance qu'on vous donne présentement, c'est vraiment notre but. Nous avons d'autres ressources au Centre d'excellence universitaire. Premier, c'est le service de tutorat. Alors, si vous avez besoin d'appui d'un tutorat pour un certain cours, ou si vous voulez devenir un tutorat pour un certain cours, c'est certainement quelque chose qu'on peut vous offrir. Ça serait juste simplement de nous rejoindre avec le besoin que vous avez. Et puis, même si vous êtes un étudiant, une étudiante en ligne, à distance,
on peut absolument vous fournir un tutorat. Alors, ça serait de nous écrire et puis on a une grosse base de données de tuteurs ici à l'université, alors c'est sûr qu'on peut vous appuyer avec quelqu'un. Autre basé sur les besoins, nous avons des ateliers, séances de formation et de techniques d'études. Alors, on donne des ateliers, je dirais, une couple de fois par session pour chaque étudiant, comme par exemple, on a des ateliers, comment bien gérer votre temps, comment écrire votre premier examen universitaire, comment écrire une thèse. Alors, c'est des sessions qu'on va donner à l'automne et à l'hiver. Et si vous voulez participer comme étudiant, étudiante à distance, on va les mettre en scène comme on le fait aujourd'hui avec notre plateforme Zoom. Et puis souvent, ils sont enregistrés aussi. Alors, si vous n'avez pas la chance de visiter avec nous, on peut toujours vous partager le lien lorsque c'est enregistré et monté en ligne. Nous avons aussi le service d'écriture. Alors, le service d'écriture, c'est un vraiment bon service que nous offrons ici. C'est gratuit pour nos étudiants. Et puis, ça l'aide un peu avec l'écriture universitaire. Si vous avez une dissertation ou une thèse à écrire, on peut vous aider vraiment avec, comme j'explique le service vraiment dans 3 différentes phases. Et peu importe si vous êtes un étudiant, une étudiante sur campus ou à distance, on peut quand même faciliter ce besoin ou ce service. Alors, si vous êtes en ligne, on peut faire des sessions Skype avec vous. Et comme je dis, en 3 phases. Alors, la première phase, c'est vraiment la recherche. Alors, si vous avez besoin d'appui avec votre recherche, vraiment trouver les objectifs de votre dissertation pour commencer votre recherche, c'est quelque chose qu'on peut vous appuyer. Deuxièmement, ce sera avec votre écriture. Alors, lorsque vous êtes en train d'écrire votre dissertation, vous n'avez pas besoin d'attendre que vous avez fini, mais on peut vous aider le long de votre écriture pour assurer que toutes vos idées font du sens, votre conclusion par rapport avec votre intro et tous les détails là sont corrects. Ensuite, la troisième phase, ça sera lorsque vous avez terminé afin de vraiment avoir la formation pour vos ressources. Alors, différents styles d'écriture, APA, MLA, Chicago Style. C'est différents styles d'écriture et puis, ou de ressources, je devrais dire, de rapport de ressources. Alors, si vous n'avez jamais écrit un genre Chicago Style auparavant, on peut vous donner cet appui-là avec quelqu'un de notre bureau. Alors, on a une question? Oui, on a une question. La question est, comment est-ce qu'on puisse devenir un tuteur ou une tutrice? Simplement envoyer un courriel à tutorat. J'ai partagé le courriel sur le clavardage. Envoyer un courriel à tutorat@laurentienne.ca. Pour devenir un tuteur ou une tutrice, vous devez avoir une recommandation d'un professeur qui vous enseigne ou auquel qui enseigne le cours présentement, le cours que vous voulez être tuteur ou tutrice. Ensuite, on a un cours de DDEL pour vous former à comment être un tuteur ou une tutrice. Donc, il faut compléter ce cours-là aussi. Vous devez aussi avoir une certaine moyenne pour démontrer que vous êtes compétent ou compétente dans ce cours-là. Mais au-dessus de ça, c'est aussi simple que ça. Habituellement, les tuteurs ou les tutrices vont charger soit 15 $ l'heure ou 20 $ l'heure. Puis ça, c'est négocié directement avec l'étudiant. Donc, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'occupe de la base de données que Jason expliquait, puis on met ensemble l'étudiant et le tuteur, puis ensemble, ils décident comment ils veulent communiquer, comment souvent ils veulent travailler ensemble, puis comment ils vont faire comment ils vont s'arranger pour la compensation. C'est bon? Et puis, si je ne me trompe pas, la moyenne requise, c'est 75 %. Je pense que c'est ça. Dans le cours. Mais comme Patrick a dit aussi, on exige que vous avez lettre d'appui du professeur de ce cours-là. Alors, si vous ne vous rappelez pas de cette information, vous voulez confirmer, envoyez-nous un courriel et puis, pas de problème, c'est moi qui vais répondre. Je pense que c'est la dernière slide, ça? Je pense que oui. Alors, je veux juste partager le dernier diapo. Je veux juste avancer vite fait pour voir si c'est le tout. OK, perfect. Alors, je vais juste partager l'information contact pour le Centre d'excellence universitaire. C'est le dernier diapo de notre présentation.
Alors, si vous voulez prendre note du lieu au cas que vous êtes un étudiant, une étudiante sur le campus, les heures de conseil, aussi les heures, pour les conseillers, les conseillères sont pas mal flexibles aussi. Si vous êtes un étudiant à distance et puis vous préférez avoir un rendez-vous un peu plus tard le soir à cause de vous travaillez ou bien si vous voulez faire ça par Skype ou par Google Hangout ou par téléphone, c'est absolument possible. Mais on exige premièrement que vous déclarez, vous nous envoyez un courriel pour partager un peu vos besoins et puis on peut vous mettre en contact avec un conseiller, une conseillère d'études afin de faciliter ça. Ça termine notre présentation. Alors, de ma part, de mes collègues, nous aimons vraiment vous remercier d'avoir fait partie. C'était un groupe assez nombreux pour la majorité de la présentation. Alors, on vous remercie beaucoup pour ça. On a eu plusieurs bonnes questions aussi le long de la présentation. Alors, je pense que ça confirme vraiment le besoin de ces sessions ici. Et puis, on va aussi, comme j'ai dit auparavant, on est en train d'enregistrer la session. Et puis, lorsque c'est complété, on va mettre ça sur YouTube et on peut facilement partager le lien de cette session pour vous. Au cas que vous voulez revisiter la présentation pour certaines infos, l'adresse courriel n'est pas sur le diapo, mais je vais vous partager orientation@laurentienne.ca. Et puis, pour terminer, je pense qu'on a une dernière question. Oui. Nous avons une question qui est rentrée. Est-ce qu'on peut commencer à choisir nos cours dès ce soir? Quand est-ce qu'on peut s'inscrire pour nos cours de printemps? D'abord que vous avez accepté votre offre à la Laurentienne et puis vous avez créé un compte. Vous allez recevoir un courriel qui va vous demander d'activer, de créer votre compte, donc un nom d'utilisateur avec des lettres et non des chiffres et un mot de passe. Vous pouvez vous inscrire tout de suite si vous voulez. Donc, si vous avez besoin de l'aide avec cela, nous sommes au bureau jusqu'à 6 heures ce soir comme conseillère aux études. Donc, si vous avez le temps, on peut vous guider à travers ce processus. Sinon, malheureusement, on est fermé pour la longue fin de semaine de Pâques, mais vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment et puis on peut vous guider à travers le processus pour vous inscrire à vos cours sur WebAdvisor. Si c'est juste question de quand est-ce que vous pouvez le faire, c'est tout de suite. Puis comme on avait déjà mentionné, les dates limites. Le 5 mai, c'est la première date limite. Donc, après cette date, vous pouvez toujours apporter des changements à votre horaire, mais c'est très possible qu'il y aurait des frais de retard. Mais absolument la dernière date pour vous inscrire ou abandonner un cours, c'est le 10 mai. Donc, on vous donne quand même la première semaine de cours pour pouvoir naviguer peut-être le cours sur des duels, vous assurer que c'est vraiment quelque chose que vous voulez. Donc, comme Jason a dit, vous n'aurez pas accès avant le 6 mai, mais vous avez cette semaine pour vraiment figurer qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, en bref, c'est oui, aujourd'hui, tout de suite, jusqu'au 10 mai, c'est la date limite pour les cours de printemps, de la session de printemps pleine, qui sont surtout les cours en ligne. Et puis, pour la session de la première, je ne sais pas comment ça se dit sur WebAdvisor, Spring First, la première moitié de la session de printemps. Ça, c'est la date limite. Il y a une autre date limite pour les cours qui se donnent, surtout sur campus, pour la deuxième partie de la session de printemps. Donc, la réponse est oui. Oui. Non, c'est bon. Oui. C'est parfait. Nous avons 2 minutes qui nous restent. Si on n'a pas d'autres questions qui glissent avant qu'on termine, c'est ça, on va vous souhaiter une très bonne fin de semaine. Puis si vous avez des questions, j'ai partagé le courriel orientation@laurentienne.ca. Ça, c'est moi et Jason, surtout Jason, qui sont là pour vous aider à n'importe quelle affaire qui vous ennuie pour votre début d'études à la Laurentienne. Donc, on vous remercie beaucoup. Et il n'y a pas de questions qui rentrent, donc on va terminer. Merci Miranda, merci Jason. Oui, merci beaucoup. Puis, merci à vous de nous avoir rejoints et on vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Merci. Bon succès.